Ok. Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette... Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais en tout cas, on parlera ici de Chainsaw Man, de toute la partie 1 de la saison 1. Et voilà, j'attendais énormément cet animé, mais genre vraiment, ça faisait plus d'un an que je disais à ma meuf, t'inquiète, on va regarder cet animé ensemble, tu vas kiffer. Et elle me disait, pourquoi ? Et je disais, je sais pas, parce que je l'ai pas vu, je l'ai pas lu, je connais pas, mais purée, genre, il y avait tellement de raisons qui faisaient que j'avais envie de regarder cet animé. La première, évidemment, c'est que j'avais lu donc la moitié de Fire Force, qui était vraiment putain de génial. C'est un des meilleurs mangas que j'ai pu lire. La deuxième, évidemment, c'est le fait que apparemment le studio Mappa aurait énormément travaillé cet animé comme étant l'animé on va dire le plus chouchouté. Aussi, le simple fait que ce manga est extrêmement populaire, sans aucun animé, prouve déjà un minimum qu'il est génial. Et voilà, j'avais vraiment envie donc de le regarder, j'avais hâte, sans savoir exactement ce que c'était, à part le fait que le titre, j'avais que le titre en tête, Chainsaw Man, et ça avait l'air un petit peu spécial en tout cas, et je suis pas du tout déçu. Les thèmes ont l'air en tout cas vraiment géniaux, et c'est le cas parce que on va en parler donc dans cette vidéo de tout ce qui m'a vraiment inspiré durant ce visionnage de la première partie. Et on va passer par tous les sujets, argent, drogue, sexe, d'autres animés, le traitement des personnages et plein d'autres trucs. Donc c'est parti pour le premier thème, l'argent. Une question, est-ce que l'argent peut tout acheter? En tout cas, l'argent achète le corps de Denji parce que lui a vendu sa couille, son rein, son œil et tout ça pour ses dettes. On peut se demander aussi, est-ce que l'argent achète ton honneur, ton respect? Parce que lui, il se fait complètement maltraiter. Il vit comme un esclave depuis l'enfance et il travaille comme bûcheron dans les bois en tronçonnant avec son petit Pokémon. Du coup, le mec, c'est complètement un esclave. Son honneur n'a aucune valeur. On nous le montre dès le départ. Ça, c'est vraiment intéressant. On nous dit qu'il ne dit jamais non. Il prend la clope du mec insupportable pour la manger pour seulement 100 yens. Et là, tu te dis, si t'es sain d'esprit, mais putain, mais Denji, mais quelle merde! En le jugeant bien comme il faut le juger, c'est normal. Et pourtant, 30 secondes après, il a sa pièce en main et il recrache la clope qu'il n'a pas mangée. Et surtout, il dit, eh ben, on a de quoi bouffer pour 3 jours. Pour lui et son animal, c'est comme son fils en fait finalement. Genre, il a ses 100 yens et voilà, il a aucune dignité, aucune valeur, mais il a ses 100 yens et surtout, je peux le comprendre un petit peu évidemment parce que voilà, ça lui permet de nourrir son animal. J'ai un petit peu ça aussi, je peux comprendre. C'est à ce moment-là qu'on a un petit peu de nuance parce que voilà, c'est sûr, on vous l'a sûrement déjà bien répété, on me l'a répété aussi, l'argent n'achète pas le respect, peu importe la thune, il faut garder la tête haute. Parce qu'évidemment, quand t'as pas d'argent, t'as la dalle, et du coup, si t'as la dalle, tu risques de pas réfléchir correctement, de vriller. Et ici, par contre, il a tellement la dalle qu'il vrille complètement. Et il faut reconnaître que j'ai quand même de la pitié, que je comprends même son action. Tout le monde aurait dit, mais jamais j'aurais fait ça, moi, jamais, j'ai trop de respect pour moi-même. Et pourtant, ici, le mec, il va manger. Et il va donner à manger à son fils, son chien, c'est comme son fils au final. Personne n'a sa situation, personne n'a sa dalle. Et ouais, on pourrait se dire, tiens, si je te pose la question, est-ce que tu sucerais pour un verre d'eau? Non! Mais est-ce que tu sucerais pour un verre d'eau après 2 jours sans manger ni boire dans un désert? Non plus! Mais lui, oui. Parce que lui, il met son ego de côté pour manger avec son Pokémon. Et c'est ça aussi qui est vraiment intéressant, donc c'est le fait que le personnage est complètement dénigré, à l'opposé des héros habituels. Et voilà, Denji est une pute. Et c'est poignant. Tu veux savoir un truc essentiel? L'argent et le respect font que c'est pas parce qu'on est personne qu'on doit respecter ceux qui se prennent pour quelqu'un. J'ai tout essayé, leur donner de la Parce que comment est-ce qu'on pourrait s'identifier à un héros si c'est une merde sans aucune dignité? Il est traité comme un animal. Alors de base on pourrait se poser une question en mode vous êtes plutôt team chien ou team chat? Parce que oui, le chien et le chat ça les correspond bien à ces deux petits là qu'on découvre. Denji lui si c'était un chien ce serait un chien errant. Power si c'était une chatte ce serait une chatte sauvage et tous les deux fouilleraient dans les poubelles. Mais c'est pas le sujet ici, il y a bien plus profond que ça. Mais pas très loin non plus. Ils sont constamment comparés à des kleps, des toutous qui écoutent ce qu'on leur dit.
C'est pour ça que Denji est une pute. Et c'est assez frustrant de le voir être une pute parce qu'il n'a pas le contrôle du tout de lui-même et il ne connaît rien à la vie. Quand Makima lui offre un repas, il croit qu'elle est gentille. Mais elle n'est pas gentille, c'est juste une timbrée qui veut qu'il soit son chien. Et voilà, c'est encore plus frustrant quand on l'entend faire ouaf. Là, on se dit, mais putain, ça c'est le héros que je vais suivre, c'est l'aventure du héros que je vais suivre. Et voilà, c'est comme si elle lui avait donné ses croquettes et qu'il recevait sa récompense. Donc voilà, il a tellement la dalle qu'il perd la boule pour une récompense. Et ouais, c'est chiant parce qu'il est complètement dénigré, il perd ses couilles, il se fait maltraiter tout le temps. Les premiers épisodes sont même un peu durs à regarder, c'est magnifique, hein, mais c'est dur à regarder tellement on a mal pour lui parce qu'il se fait pas respecter, c'est ouf. Mais c'est normal parce qu'il accepte ce qu'on lui dit vu que il a toujours obéi aux ordres pour rembourser ses dettes. Premier jour de taf, il se fait tabasser, puis cracher dessus. Et là je me dis bon, il va montrer qu'il a des couilles enfin. Et ouais, il éclate justement celle de Sasuke. Donc ça, c'était sympa. Petite élévation de sa part, il commence à se respecter un peu mieux. Denji rêve petit. Et il rêve en fonction de ce qu'il a eu, donc, ou plutôt même de ce qu'il n'a pas eu. Et ses ambitions sont basses parce que justement, il se contente de rien. Quand on le voit mourir donc, dans le premier épisode, là, on le voit repenser à son bonheur et c'est vraiment attendrissant de voir qu'il était heureux au final, même dans la difficulté, il se contentait justement de rien. Et c'est à ce moment-là qu'il se dit, mais sois déjà heureux de manger avec ton petit chien. C'est encore au bord de la mort qu'il traîne son petit chien complètement ensanglanté, complètement détruit, et c'est comme son enfant. Le sort de sa vie est extrêmement tragique, et pourtant il se dit à ce moment-là que vivre sa vie en compagnie de son petit chien, avec de quoi vivre au minimum, ben c'était déjà beau. Et quand il voit les zombies en vouloir plus, il se dit mais putain mais pourquoi ? Je comprends pas pourquoi. Pourquoi vous voulez plus ? Pourquoi vous ne vous contentez pas de ce que vous avez déjà eu ? Vous vouliez manger, vous m'avez mangé. Du coup, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas content ? Pourquoi vous ne vous contentez pas de ça ? C'est incompréhensible pour lui. C'est incompréhensible pour quelqu'un qui n'a rien. Parce que lui, il serait satisfait d'avoir simplement ce qu'il veut. C'est-à-dire pas grand-chose. À cause de ses dettes, lui, il n'a même pas le luxe de rêver. Ni même de réaliser ses rêves. Mais encore moins de rêver. Il n'a même pas la chance de dormir simplement. Il le dit. C'était juste une vie normale. Tout le monde a le droit d'aspirer à une vie meilleure, tout le monde a le droit de rêver. Et lui, ses rêves sont simples. Un ado qui veut de la meuf, normal, se détendre à la console, normal, et une tartine de confiture, normal. Et à la fin du premier épisode, il tient déjà quasiment ses rêves en main. Seulement, petit hic, on lui propose encore l'exploitation. Mais plus par la mafia, cette fois-ci ce sera par Makiko. 君の選択肢は2つ。悪魔として私に殺されるか、人として私に飼われるか。飼うならちゃんと餌はあげるよ。 Normalement, les rêves sont plus accessibles que les objectifs dans la vie. Genre, j'ai pour objectif de manger sainement toute la journée aujourd'hui. Mais c'est pas mon rêve, c'est un objectif. Mais lui, en fait, il rêve tellement petit que c'est complètement l'inverse. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il réalise justement son rêve dès le départ. Et il doit apprendre à se construire des objectifs. Et pour ça, malheureusement, il devra encore s'enfoncer dans son indignité et travailler pour cette Makiko. Et justement, donc garder sa vie de rêve et pouvoir se créer des objectifs sains. J'ai trouvé ma raison de vivre. Le but noble qui me motive. Les saints! Makiko représente à elle seule un bon objectif. Quand il la voit dans la voiture et qu'elle lui donne sa veste, c'est tout ce qu'il lui faut comme objectif. Une femme, et pas n'importe laquelle, celle qui l'a sauvée. Elle est complètement intrigante, c'est la chef, elle a un charisme, et elle passe pour une genre de sauveuse qui recueille des employés comme une petite bénévole, récolterait des chats dans un refuge. Sauf que c'est pas une bénévole et c'est une humaine. Et elle récolte pas des chiens ni des chats, mais des humains, ou presque. Et elle les traite comme des chiens, et avec une autorité très impressionnante même. 静かにできる？できる。 On voit d'ailleurs ce genre de scène humiliante quand par exemple les boss parlent à Makiko un petit peu de son équipe. Ils parlent comme si c'était des kleps. Et Aki qui donne des chewing-gums à Aki Power, juste voilà,
comme si c'était des chiens qui récupéraient leurs snacks. Ces relations ambiguës sont constamment présentes et elles sont faites pour nous frustrer. En tout cas, moi, ça me frustre parce que comment tu peux t'identifier à des personnages principaux si l'auteur passe son temps à détruire leur charisme? Et le pire, c'est que eux, ils aiment ça. Ils vivent leur best life à se faire humilier. Ils vivent leur best life. Maki leur trouve un logement, enfin une niche apparemment, puisque Makiko dit que Aki sera un bon collier à chien pour lui des autres s'il vend son appartement. Ouais, à ce stade-là, c'est plus des chiens, mais en fait des esclaves. Et en tant qu'esclave, Denji accepte sa vie de nouvel esclave moderne, salarié, à vie, sans pension. Et ils ont carrément un périmètre de travail. À la fin de l'épisode 1, quand elle lui demande d'être son humain domestique, je me suis dit, ça y est, dans quel merdier est-ce qu'il va tomber? Une folle aux cheveux roses, encore, comme on l'a si bien déjà vu. Elle va faire de lui son esclave, et effectivement, c'est devenu son esclave du système, au final, un peu comme nous tous, hein. Bon, voilà, un salarié dans la matrice de plus, mais c'est comme un rêve pour lui, et ça, c'est intéressant. Il obtient un job directement bien payé. Et le mec n'a jamais eu besoin d'aller à l'école une seule fois, ni même de connaître son métier d'ailleurs, ou d'en savoir les critères. Et il a le job, alors que c'est un job plutôt bien payé apparemment, puisque des gens sont prêts à faire ce job uniquement pour la thune. En même temps que son nouveau job, donc on découvre son nouveau supérieur direct ou collègue, hein, Aki, le Sasuke mystérieux, et peu après on découvre aussi donc sa collègue complètement tarée, et j'imagine qu'ils vont former un petit peu le futur trio à la Naruto de l'œuvre, et Maki sera leur Kakashi. Pour décrire simplement qui ils sont, premièrement Sasuke, le jaloux de Denji, un beau gosse mystérieux qui est amoureux aussi de la personne que le héros de l'histoire aime. Il fait genre de rien là, à refaire sa petite cravate, à se faire beau, et il rougit à chaque fois qu'elle lui parle. Mais voilà, on a compris, hein, quand elle lui dit qu'elle a confiance en lui, il se sent plus. Il a le seum aussi de vivre parce que sa famille est morte, c'est définitivement un Sasuke, et du coup il veut se venger en tuant le responsable, sauf qu'il aura conscience que Naruto peut lui être utile à réaliser son rêve. Ensuite, Power, elle, l'esclave folle, c'est une humaine possédée par le démon sang qui a gardé sa conscience, et elle a fini donc par travailler, si j'ai bien compris, pour récupérer son chat, et c'est tout. Voilà, là elle travaille, ouais bah voilà, en fait c'est une esclave aussi, hein, c'est tout, donc voilà, elle est condamnée à sortir avec une autorisation et tout le tralala. Ouais, on a vu aussi un moment son passé, pas très démoniaque finalement, ressemblait plus à un animal qui mangeait d'autres animaux mais sous forme humaine. Donc voilà, et c'est en même temps qu'on découvre ces deux personnages que là on développe le thème de ce que j'appelle le racisme grossi. Enfin, en gros, pour frôler le sujet du racisme, on zigzague avec le spécisme. Ils font souvent ça dans les mangas, genre il y a différentes espèces dans un même monde, genre par exemple One Piece. Dans One Piece, évidemment, il y a toutes les nationalités, entre guillemets, donc la France, le Japon, Afrique du Sud, les USA, toutes les couleurs de peau sont là, et pourtant, on dirait qu'il n'y a aucun racisme entre humains, j'ai pas l'impression. Par contre, quand il s'agit d'autres espèces, ouais, homme-poisson, homme-pigeon géant, c'est là. Et ici c'est pareil, et c'est compréhensible que les auteurs fassent ça parce que c'est bien plus simple à traiter. Et donc Denji, qui lui a grandi sans amis, l'affection la plus grande qu'il aura reçue, c'était celle de son démon de compagnie. S'il avait un ami, démon ou pas, ce serait bien pour lui. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que Aki donc a décidé de le mettre en binôme avec Power, pour lui mettre évidemment des bâtons dans les roues, mais pourtant c'était un service de le mettre avec elle, parce que apparemment donc c'est elle qui le dit, c'est pas sûr, mais sa simple présence fait fuir les petits démons, donc ils vont finir par être attirés naturellement, peut-être plus rarement, mais vers des plus gros démons. Et en plus, finalement, ils vont devenir amis, en tout cas en apparence, alors que c'était mal parti. Et donc c'est avec elle qu'il confirmera un petit peu son envie d'avoir un ami démon. Enfin, un ami tout court, mais peu importe comment il est, quoi. Et ça, même si, à un moment, il doutait quand elle l'a complètement baisé.
Et pourtant, il se rendra vite compte qu'elle est comme lui avec son chat, et que elle est triste de ne pouvoir le caresser, comme lui pouvait caresser Pochita. Et là, tout est bien, qui finit bien pour eux, et fuck Sasuke, le jaloux. Et ce qu'il pense. Parce que boire autre chose que de l'eau pour Denji, c'est un rêve, il le dit, et grâce à sa nouvelle vie, il pourra justement enfin réaliser ses rêves. Toucher des seins. Il est prêt à vivre une vie d'esclave en tant que Devil Hunter, si ça lui permet de garder ce qu'il a acquis maintenant, et surtout, si ça lui permet de toucher des seins. On nous répète tout le temps ça, et parfois je dois avouer que c'est vraiment gênant. Le nombre de scènes qui sont presque gâchées à cause d'une remarque malaisante. Voilà, heureusement qu'en français ça a l'air un petit peu moins puce au Jap. À force de se voir tous les jours, on finira peut-être par sortir ensemble. Et si on sort ensemble, on pourra faire des trucs chauds. J'ai grave envie de faire des trucs chauds avec elle. Mais j'ai quand même essayé de comprendre un petit peu la démarche de l'auteur. Et c'est vrai que au début on peut se dire quel obsédé. Ou au contraire, on peut simplement le défendre et justifier son acte en disant que mec, c'est ultra cohérent vu que le mec il connaît rien à la vie. Genre on peut se dire n'importe quoi, c'est une représentation de ses besoins primaires innés selon la pyramide de Maslow dont les premiers besoins sont les besoins physiologiques, manger, dormir et le sexe évidemment. Donc l'auteur est un génie car Denji ne connaît rien de la vie et n'a que des besoins primaires. Sans déconner, essayons un petit peu de regarder cette pyramide pour essayer de rajouter de la cohérence à l'histoire et de voir si ça correspond aux besoins de Denji. Ok, du coup, analysons cette pyramide des besoins que j'ai juste en face de moi via le site Wikipédia. Alors on a les besoins physiologiques dont je parlais là, les premiers. Respiration, faim, soif, sexualité, sommeil. C'est ça. C'est ses premiers rêves. Il voit tellement petit, ses premiers petits rêves. Manger des tartines, esserrer de la meuf, trouver un endroit où dormir paisiblement vu qu'il a pas le temps de dormir. Ouais, c'est bon. On y est, c'est correct. On a ensuite les besoins de sécurité. Bon, ça, Makiko est là, elle s'en occupe, tranquille. Besoin d'appartenance et d'amour, ouais. Ça va aussi encore dans le même sens, parce qu'on voit qu'une fois qu'il a juste palpé les seins de Power, il se rend compte qu'il a besoin aussi de sentiments, en plus de palper des seins. Besoin d'estime, ouais. Il veut montrer à Makiko de quoi il est capable quand elle se sert de lui comme étant un chien. Ouais, on y est. Besoin d'accomplissement de soi. Aussi, ouais, c'est vrai qu'il commence à un peu plus vouloir s'affirmer et accomplir ses rêves et se faire respecter et... Ouais, non, j'arrête. Il faut que j'arrête d'essayer de trouver une logique derrière tout ça. En fait, c'est juste des putains de puceaux japonais à 40 ans, comme à peu près tous les japonais à 40 ans d'ailleurs. Mais allez, on va essayer de dire que ça reste un génie, parce que c'est plus cool comme ça. Là, on va faire genre un peu le même délire avec les fans de théorie et Oda, hein, genre Oda qui pourrait simplement juste demander à ses éditeurs le nom d'un personnage à choisir, et que l'éditeur il fait vas-y épéiste, vas-y Zoro. Et puis après t'as tous les théoriciens qui sont là en mode ok, Zoro est un épéiste californien masqué et habillé tout en noir, d'autant plus que Zoro signifie renard en espagnol et Zoro est japonais. Et quel renard est populaire dans la mythologie japonaise? Kyuubi. D'autant plus que Zoro est en réalité riche dans l'œuvre de base. Donc qui est riche dans One Piece? Et Tenryubito. Zoro est donc un dragon céleste et sa forme finale sera donc Kyuubi, noir masqué avec 9 queues. Non, en fait non. Non, les japonais sont des pervers, l'auteur de Chainsaw Man n'est pas un génie, le délire avec les seins va justement continuer longtemps, tout le long de l'œuvre, mais après je dois avouer quand même que parfois c'est drôle. En vrai c'est drôle de le voir défendre vraiment à fond son rêve là. Et puis de toute façon il faut l'accepter, c'est con mais c'est un rêve, et qui on est justement pour juger son rêve, c'est ce qu'il dit et répète à fond. Parce que lui au final il n'avait pas le droit de rêver. Alors maintenant on va le laisser rêver et on va pas juger, c'est ce qu'il dit, parce que allez vous faire foutre simplement. Il est complètement différent et c'est ça qui est vraiment cool avec lui, parce que en fait on peut absolument pas s'identifier à lui. On peut pas, c'est une loque sans valeur de base, hein. Bon, même si ça évolue, et qui est prêt à tout comme une putain de pute pour l'argent. Mais par amour pour son chien.
parce qu'il veut nourrir et du coup rembourser ses dettes. D'ailleurs, le moment le plus kawaiiné de l'anime, c'est quand on voit son Gruikui pleurer. Ça, c'était... Mais donc revenons à nos moutons, il est vraiment spécial. Il a un rêve de merde, comme justement peu de héros classiques des shonen. C'est pas un gamin joyeux comme Luffy ou Goku. Il est plutôt un peu plus sérieux, genre comme Ichigo. Pourtant, au même titre que Luffy et Goku adorent la bouffe, bah lui, c'est un attardé mais des seins. Et du coup, ouais, voilà, il a une allure badass à la Ichigo, mais avec un air de gamin quand même, c'est génial. D'ailleurs, je me dis, c'est bizarre qu'il saute pas de joie, un peu comme dans beaucoup d'animés quand on n'a rien vu du monde entier. Un peu comme Carotte ou alors les Mugiwara quand ils voient un robot ou un truc comme ça. Je me dis, tiens, c'est bizarre qu'il soit pas plus émerveillé que ça, même si il a été émerveillé quand même quelques fois, mais bon, voilà. Bref, c'est quand même un peu un gamin, et justement, Aki pense qu'il est complètement immature, parce qu'il ne se prend pas assez la tête, on va pas se mentir, c'est un peu vrai d'ailleurs, mais le truc c'est que c'est pas ça le fond de l'histoire, le truc c'est qu'il a juste des ambitions de merde, et que personne peut comprendre ça à part lui-même. Parce que voilà, son rêve de merde, il va tout faire pour le défendre. Et en réalité, il prend pas ça du tout à la cool, il le dit, il prend ça au sérieux. Et il est là en mode oh, mes ambitions ne sont pas aussi grandes que les vôtres, parce que il sait que personne peut le comprendre, il sait que ses ambitions sont petites, mais c'est les siennes. Et c'est vraiment incroyable cet épisode où il en a ras-le-bol qu'on juge ses ambitions qui lui viennent du cœur et qui sont vraiment sincères. Il s'y met tellement à fond qu'il devient démoniaque. Il n'a plus rien d'humain, il frappe un démon à main nue avec une énorme force. Il porte des voitures comme ça au KLM. D'ailleurs, le moment où il jette la voiture avec le mec à l'intérieur en mode bah les couilles, de toute façon, moi, je veux pas être un héros, je fais juste mon taf, je veux juste toucher des seins. Côté anti-héros, c'est cool. Et donc voilà, il prend une apparence d'un démon, même à un moment avec ses yeux qui partent en couille, prêt à tout pour du cul. Et à quel point est-il devenu justement un démon? Parce que le mec, il perd plein de sang, son bras cicatrise alors qu'il a été complètement coupé, il cicatrise une fois qu'il est recousu normalement. C'est clairement plus un humain. Et il est devenu un petit peu, ça m'a fait penser à ça, il est devenu un petit peu comme Kaneki dans Tokyo Ghoul, genre dès qu'il était devenu semi-ghoul, il avait un peu un pouvoir de régénération. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai remarqué aussi qu'il avait récupéré son œil, son rein, et du coup, bah sa couille. Et je me demande jusqu'où va aller un petit peu sa régénération. C'est assez sympa de voir en même temps que lui découvre ses pouvoirs en même temps que nous, genre quand il découvre qu'il peut retirer ses tronçonneuses comme si c'était un accessoire, ou voilà, mais ça a fait surtout poser énormément de questions, genre est-ce que Denji justement récupère de la force en mangeant des démons? À un moment on voit ça, donc peut-être que ce serait l'opposé du démon de base qui a besoin d'humains, mais lui aurait besoin de démons. Je sais pas, bref, est-ce que manger quelque chose ou même manger un humain pourrait lui faire récupérer de la force? Est-ce qu'il est résistant que sous sa forme démon avec les tronçonneuses? Ou il est dans tous les cas? Voilà, plein de questions. Et voilà, à la fin de son combat contre le démon prépuce, il peut enfin réaliser son rêve, toucher des seins. Et j'ai envie de dire, chacun ses rêves. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Et c'est maintenant aussi que Power peut donc l'enfermer dans les toilettes pour le laisser lui palper les seins 3 fois. Et résultat, elle passe d'ange à démon. Et voilà, il touche des seins. Et c'est banal. Évidemment, il n'y avait rien derrière, pas d'émotion, donc pas de sensation. Ce n'est pas le sein qui compte, mais la personne. Et là, la réflexion est intéressante, enfin pas celle sur les seins. La réflexion de, en fait, il a tellement des rêves de merde que quand il va les réaliser, mais ça va être grosse dépression en fait. Il va se dire mais c'est banal. Puisqu'il connaît rien à la vie, c'est dur de savoir sur quoi s'émerveiller ou pas en fait. Et ça c'est intéressant. Il a peur un moment que à chaque fois qu'il va réaliser un rêve, un nouvel objectif, est-ce qu'il sera juste pas heureux parce que voilà quoi, c'était banal finalement. Et après cette réflexion intense, scène de sexe soft avec Makima. Et là, ça l'a rendu tellement fou, parce qu'il réalise ses rêves, palper des seins, mais pas ceux de n'importe qui, ceux de Maki. Et là, c'était intense. Et tout ça, au final, pour se faire complètement manipuler, puisqu'évidemment, elle le voit comme son petit chien, et après l'avoir dragué, elle va faire quoi? Lui demander un service, tuer le démon flingue donc. Elle le pense apparemment capable de tuer ce fameux démon, alors que ce démon a tué des millions de personnes. Et en échange, elle exaucera son souhait. Alors évidemment, après cette scène, on se dit, tiens, son souhait, ça va être de... Mais évidemment que non, elle accepte ça parce qu'elle sait que le mec, il rêve petit, du coup, il demandera juste, voilà, un petit baiser. Et franchement, on peut dire que le développement de Denji dans ce sens, et voilà, sa quête indirecte de reproduction pour un primate comme lui,
Bah c'est vraiment intéressant et il prend un peu de la maturité dans ce sens-là. Et c'est à ce moment-là qu'il y a l'événement marquant de l'hôtel qui montre un petit peu l'avancée de Denji en termes de maturité. Le bisou de Hansi. Au départ, je me dis, sérieusement, là, c'est vraiment de trop. Autant que Denji soit un détraqué qui ne connaît rien à la vie et ne pense qu'à se reproduire, ok, ça va, j'y trouve une logique. Et j'espère que l'auteur pense la même chose. Autant là, je me dis, merde, c'est vraiment tous les Japonais qui sont des puceaux détraqués avec la proposition du SMAC pour chauffer l'équipe. Sérieusement, c'était un petit peu trop. Et puis, heureusement, finalement, voilà, je suis un peu rassuré parce que quand je me dis ça, il se rattrape et il dit qu'il s'en fout du bisou parce que ce qui compte pour lui, c'est l'émotion. Et du coup, son idée, c'est quoi? C'est de se réserver pour son premier bisou avec Makiko. Et là, j'étais fier de lui. Là, j'étais fier. Parce que quand il commence à dire... Ça, c'est de la phrase. Et puis merde, gros gâchis en fait, il craque pour une pelle. C'est comme s'il réservait sa première fois à la femme de sa vie, qu'il aime, et avec qui il a vraiment des sentiments, mais qui craque pour une chien parce que l'occasion se présente. Bref, le personnage n'a aucune valeur, et parfois c'est frustrant, c'est dérangeant. Surtout même le gros problème avec son collègue aussi, qui pète un plomb pour un smack sur la joue. On a l'impression que c'est la mentalité japonaise, moi j'ai l'impression que c'est ça, qui bloque un peu le truc. Et l'humour c'est bien, hein, mais c'est du pipi caca derrière la beauté de ce scénario. Et moi je me casse complètement la tête à trouver un raisonnement là avec les pyramides ou je sais pas quoi, je m'en fous. Derrière ces pensées complètement perverses de Denji pour que au final aucun homme ne diffère de Denji. Alors que eux ils ont connu la vie d'Aloka. Mais ok, d'accord, les hommes sont souvent des chauds lapins qui doivent apprendre à se contrôler. Mais là, le côté si vous tuez le démon, vous aurez un petit bisou sur la joue. C'est putain de japonais. Bref, l'hôtel. On en apprend plus sur la relation entre Aki et sa sensei Hansi. Outre le fait qu'elle ne respecte pas du tout non plus Power, ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Apparemment, donc, cette Hansi aurait une botte encore plus secrète et encore plus forte que son simple bras droit, vu qu'elle n'a pas tout montré. Dans cet épisode, on apprend plus sur la relation entre Aki et Hansi. Bon là, Hansi, ça se voit, elle veut absolument que son poulain survive. Et là, je mets un pari sur son sacrifice, son futur sacrifice, pour justement la survie de Aki plus tard. C'est vraiment le coup classique, ça se voit à 10 000 km. Je devrais même l'appeler au lieu d'Hansi plutôt Erwin. Et c'est vraiment drôle de voir que donc, la meuf justement lui apprend à fumer. Parce qu'elle lui dit ouais, on vit pas longtemps dans ce métier, machin, nanana. Vivre aussi dans le temps qu'à faire, autant se ruiner. Tout ça pour que au final, elle veuille qu'il vive le plus longtemps possible, et elle finit complètement torturée quand il s'agit d'utiliser son épée. Et j'ai hâte de voir un petit peu la suite avec elle, voir si, je sais pas, j'imagine même une scène où elle va juste s'en vouloir, juste pleurer, ou peu importe, une scène où elle va s'en vouloir de lui avoir appris à fumer. Je sais pas, ou alors c'est juste contradictoire et c'est fun aussi, hein, c'est sympa comme ça, cette contradiction. Alors dans l'hôtel aussi on découvre un mec lambda qui a été entraîné malgré tout 6 mois avec elle, donc il doit avoir un minimum de force. Une meuf qui est insupportable, Kobeni, et fait intéressant, c'est elle qui nous dit qu'elle n'avait pas le choix entre Devil Hunter ou être une prostituée pour payer les études de son frère, donc ça montre que quand même si c'est bien payé, c'est quand même un boulot de merde, enfin c'est le sale boulot quoi. Ensuite, à ce moment-là, ils sont pris au piège par le démon éternel. Et là, vraiment, je suis sûr que je suis pas seul à avoir pensé à ça. Le pouvoir du démon, ça fait vraiment penser à JoJo's Bizarre Adventure quand ils sont pris au piège par un alter et qu'ils doivent comprendre la situation incompréhensible dans laquelle ils sont. Et puis après, se retrouver dans une sorte de bourbier de plus en plus stressant et ça monte quoi. Et ils découvrent après le pouvoir de l'alter qui les a pris au piège. Mais pendant ce piège, justement, on voit que Denji, lui, il est au calme, il s'endort et garde son froid, contrairement aux autres, parce que lui, malgré la situation chaotique, il faut pas oublier qu'il vit encore une vie de rêve, et que pour lui, le lit dans lequel il est, là, purée, c'est un lit de rêve. Cette situation est plutôt cool, pour quelqu'un qui pouvait justement ne pas dormir à cause de la mafia qu'il appelait tout le temps. Mais outre le fait qu'il soit super cool dans ce confort, il y a un sujet aussi qui est développé, c'est la mort de Denji, en tout cas la mort suggérée et proposée par le démon pour qu'il puisse être sauvé de cette situation. Alors là, justement, on a Aki finalement qui souhaite l'avoir à ses côtés, et c'est un premier rapprochement qui est sympa, parce que il sait qu'il doit avoir des coéquipiers à ses côtés pour pouvoir battre le démon flingue, et si Denji a le même objectif que lui, il le défendra. Parce que, voilà, pour être fou au point de vouloir s'attaquer au démon flingue, il faut pas être très normal, et justement, si Aki peut
avoir des gens pour l'aider dans cette quête, bah il sera là, quitte justement à se prendre un coup de couteau. Et tout ce bordel, justement, ça fait poser une question intéressante, c'est pourquoi Denji et pourquoi justement il est important. Qu'est-ce qui fait que maintenant il est devenu important? C'est vraiment intriguant, parce que il doit sûrement y avoir un démon supérieur au-dessus du démon éternel qui lui propose ça, ou alors c'est intuitif, je ne sais pas. Un démon supérieur qui n'apprécie pas qu'un humain ait pris le pouvoir d'un autre démon. Et pourquoi aussi ils veulent son corps? Est-ce que c'est en le mangeant qu'ils ont quelque chose? Qu'est-ce qu'ils obtiendraient après ça? Est-ce que c'est juste une mission? Est-ce que son corps fusionné entre démon et humain donnerait un pouvoir spécifique? Ou alors juste un goût spécifique? Je sais pas. Voilà, plein de questions à ce sujet de Denji, de son corps, de sa mort, des démons, de la relation qu'il va avoir avec eux. Sinon aussi, voilà, il y a Power qui m'a fait pas mal sourire. Il y a énormément de scènes qui sont rigolotes avec elle, que ce soit la scène quand elle se moque de la chouineuse, une scène vraiment sérieuse, profonde, où l'autre elle explique sa vie de merde, et en fait bah, c'est le moment de rire en fait, c'est bien. Quand elle mange toute la bouffe et qu'elle dit c'est pas moi. Ou alors simplement le coup des taxes, ça m'a fait sourire. Et surtout aussi ce petit truc là. Venant d'elle c'était vachement vache. On a enfin l'impression que à la fin de l'épisode 5, avec l'hôtel, l'histoire commence un petit peu, parce que au début on nous présentait les personnages, là il y en a des nouveaux, mais voilà, ça va devenir de moins en moins, des personnages de moins en moins importants, et là on va avancer de plus en plus dans l'histoire. Sinon je pourrais parler aussi de l'animation, qui est vraiment incroyable. Je suis pas le seul, je pense, à avoir eu ces sensations, mais moi j'ai vraiment l'impression que l'animé m'a fait penser à 2 autres animés, dont le premier Doro et Doro, parce que bah, déjà c'est extrêmement sanglant, les dessins sont un peu dégueulasses, c'est glauque, c'est sombre, et surtout c'est rempli de CGI de très bonne qualité, et je dois avouer que ce mélange 2D, 3D, petit à petit, ça devient de plus en plus intéressant. On n'est pas sur l'échec de Berserk, on est sur un truc vraiment plus beau. Ça fait penser aux jeux vidéo évidemment de temps en temps, mais là c'est assez bien géré. Pour le coup, ça se voit que c'est l'avenir, mais j'ai hâte de voir ce que ça va être, parce que c'était sympa. Vraiment, on voit très peu les défauts ici. L'autre animé qui m'a fait pas mal penser à Chainsaw Man en termes d'animation, c'est Jujutsu Kaisen. Sans déconner, me dites pas que cette scène-là ne ressemble pas à cette scène. Et là, je me dis, putain, mais c'est un peu le problème que tous les dessinateurs de manga doivent un peu subir. Ils doivent se conformer au dessin d'un studio, parce que c'est très compliqué de reproduire leur propre dessin avec les traits justement d'un crayon, les traits noirs, sombres, les traits droits et tout ça. Même si le studio va essayer de créer un animé qui est le plus fidèle possible au dessin, on va d'office ressentir surtout la patte un petit peu du studio. Et c'est triste à dire, rien ne remplacera finalement les traits du dessinateur. Pour autant, franchement, rien ne remplace aussi la musique, la fluidité, etc. d'une animation. C'est vachement cool à vivre. Et ça valait le coup d'attendre, hein, je pense. Sinon, en dehors de ça, y a quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans l'animé, c'est la beauté des paysages et surtout des scènes du quotidien. Non, vraiment, même le café est magnifique. Les détails dans l'appartement sont géniaux, c'est vraiment proche d'un film d'animation. Et du coup, c'est vraiment agréable à regarder. Le paquet de clopes, le journal, etc. Tous ces trucs, la colorimétrie un petit peu pâle et froide. Mais tout ça donne très bien, et il y a plein de scènes qui sont vraiment agréables à voir alors qu'elles ne racontent rien. Et pourtant, ça donne vraiment de la profondeur à l'histoire, de voir un petit peu Aki, comment il est dans son appartement. Souvent, la scène se suffit à elle seule. Et c'est bien de voir un petit peu que l'animé n'a pas peur de laisser justement des blancs et de prendre son temps et de pas faire trop de rush. Peut-être un petit peu bobo dit comme ça, les scènes longues justement qui laissent le temps à la personne qui regarde l'animé de bien se sentir cette scène quotidienne que nous-mêmes on peut vivre, qui laisse le temps d'avoir de la profondeur, du poids, de l'émotion, et on voit ce que l'acteur subit. J'ai même l'impression que dans certains vieux films, genre à la Scarface, avec des scènes qui rallongent un petit peu à l'ancienne comme ça rajoute vraiment quelque chose de passionnant. Et ça peut paraître chiant pour certains, mais au final c'est quand même bien. On se perd un peu dans l'épisode, c'est des scènes qui sont utiles entre les scènes rapides et violentes avec la musique à fond de balle, donc ouais, ça c'est vraiment cool. Et justement, en parlant de musique à fond de balle, il y a le son qui est incroyable. Il n'y a pas que les OST et vraiment les bruitages, quoi. Le cœur qui bat,
La pression quand Denji saute, etc. On a des débuts et de fins d'épisodes qui sont vraiment très prenantes, qui donnent envie de voir la suite, quoi, directement. On passe le générique, on n'a pas le temps, on a envie de voir la suite, l'épisode suivant. Donc ça c'est sûr, vraiment, la musique, elle est réussie à fond. En dehors de ça, il y a aussi un petit sujet intéressant que je me suis dit, c'est j'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus sur les démons, parce que à un moment on voit un démon qui mange un autre démon, et même un chat. Alors ce démon était un possédé, mais bref, voilà. Est-ce que ça mange tout et n'importe quoi? Aussi, ils ont une relation de couple, donc la chauve-souris et le ver de terre, là, ouais, il doit y avoir un monde intriguant sur les démons et de savoir un petit peu comment tout ça se passe. Un autre fait intéressant, c'est aussi, on peut le dire, le côté girl power, pour une fois. Ah, ça veut dire que les femmes ne autant il y a le cliché de la meuf du bureau qui passe sous le bureau pour monter dans la société, autant ici c'est un petit peu l'inverse. La société a l'air complètement régie par la force, et dans ce monde où la force, ce n'est pas une question de biscotto, mais de contrat avec des Devil Hunters, du coup, c'est intéressant de voir que les rôles charismatiques de supérieurs, je parle pas des mecs dans l'ombre hein, là, mais je parle de Hansi par exemple dans l'équipe, ou encore de Makiko au-dessus qui les dirige. C'est drôle de voir aussi qu'elles profitent de leur pouvoir de séduction un petit peu pour faire agir les sous-fifres hommes à leur guise. Déjà, une femme de base est surpuissante face à un homme car elle le tient par les couilles naturellement. Pas besoin de biscotto, mais là, en plus des biscottos, ou plutôt en plus du pouvoir de Devil Hunter, il y a aussi le pouvoir de séduction qui est utilisé par l'auteur, même si souvent c'est, comme je l'ai dit, un petit peu trop gamin, mais ouais, c'est un truc à noter. Je pense qu'il va développer les personnages féminins d'une façon, je l'espère, cohérente. On verra un petit peu par la suite. Et en parlant justement de femmes super fortes, il y a, juste après la découverte de Power, on nous dit qu'un démon avec un nom qui inspire la peur aura une force à sa mesure. Et du coup, j'imagine que le démon sang, ça inspire du très lourd à la suite, parce que le sang, c'est lié à la mort. Ça fait peur. Et il y a plein de questions qu'on peut se poser comme ça sur Power, parce que je suis sûr qu'elles sont... La suite sur elle, ça va être une grosse dinguerie. C'est une possédée qui a gardé la raison. Mais est-ce que le démon sang qui l'a possédée qui a voulu la posséder plutôt, est-ce qu'il pourrait reprendre possession un moment de Power? Et aussi, à quoi ressemble ce démon sans posséder Power? À quoi ressemble Power sans être possédé par le démon aussi? Je sais pas. Est-ce que Power pourrait un jour avoir le contrôle total? Est-ce que parce qu'évidemment là, c'est pas elle naturellement, c'est elle possédée, mais elle garde la raison. Enfin, ou alors, je demande d'avoir un peu plus de trucs, parce que là, il y a plein de questions que je me pose, plein d'incompréhensions, genre par exemple, ils ont tous recours à un pouvoir de démon, et c'est contradictoire, parce que pour des gens qui détestent, un peu comme Sasuke, là, qui détestent les démons, j'aurais imaginé des pouvoirs un petit peu à la Demon Slayer, avec les démons au pouvoir, et les humains sans pouvoir, avec une vie, voilà, ils sont mortels, des humains un peu épéistes, bon, même si... ça paraît compliqué de les battre avec juste des katanas s'il n'y a pas des pouvoirs derrière, parce que dans Demon Slayer, il y a un pouvoir aussi derrière qui est créé. Ouais, c'est drôle, c'est contradictoire de les voir faire ce pacte, justement, avec un démon qui les mange. Et à ce moment-là, on peut se poser aussi une question, jusqu'à quelle limite? Comment passer un pacte avec eux? C'est un contrat, mais du coup... comment on fait ce contrat? Est-ce qu'une fois que le contrat est passé, le démon, il est quoi? Il est apprivoisé dans une Pokéball comme un Pokémon? Ou je sais pas, est-ce qu'ils sont coéquipiers? Qu'est-ce qui devient en fait le démon après ça, quoi? Est-ce que... je sais pas, est-ce qu'il faut le tuer? Est-ce que le démon pourrait prendre un jour possession complète du corps de l'humain, par exemple s'il le mange entièrement? Ou même l'inverse, est-ce que l'humain pourrait posséder tout le démon pour l'utiliser? Ou même devenir le démon? Ou est-ce qu'il y a des échanges possibles? Je suis sûr qu'il y a plein de trucs qu'on va apprendre pour le moment, il y a trop de questions à se poser. Même Makiko, c'est une supérieure, j'imagine, enfin je me demande quel est son pouvoir, son contrat, quelle partie de son corps a-t-elle renoncé? Et je me demande même justement, là pour le coup, vu qu'avec elle il y a plein de sous-entendus par rapport à Denji, je me demande si elle aurait pas, ça pourrait paraître bête, hein, mais renoncer à ses ovaires. Parce que, ouais, je sais pas, ça pourrait être un petit peu le coup du sort pour Denji qui voudrait absolument finir sa vie avec elle et qu'au final ce serait pas possible, je sais pas. Bon, en même temps aussi avec Makiko on apprend que
Il y a des démons qui sont réservés au privé et d'autres au public. Alors pourquoi, je ne sais pas. Quelle est la différence finalement entre une entreprise privée ou pas? Est-ce qu'on va en voir des Devil Hunters dans l'entreprise privée ou dans l'entreprise publique? D'autres entreprises publiques, il y en a plein. Et comment aussi Denji, lui, va évoluer? Et voilà, même au sujet de Denji, il y a énormément de questions qu'on peut se poser. Comment justement il va évoluer dans l'entreprise? Aussi, bah, vu que c'est un manga, j'imagine qu'on va en apprendre plus sur sa famille avant que son père meure. Est-ce que Denji, finalement, ce sera comme dans beaucoup de mangas, ce sera le fils d'un mec important via sa mère ou son père? Sa mère, c'est une Devil Hunter, ou son père, est-ce que c'était un démon ou pas un démon? Ou j'invente des conneries évidemment, mais il y a souvent les trucs comme ça dans les mangas. Voilà, comme par hasard, Pochita était là après le décès du père. Peut-être que Pochita connaissait le père de Denji, peut-être qu'il y a un lien avec cette apparition. En tout cas, pour moi, ce serait vraiment pas important si c'est le fils de personne dans l'histoire, parce que ça n'apporterait rien, et puis c'est vraiment pas le plus important. Je me pose aussi beaucoup de questions sur Pochita. Est-ce qu'on va le revoir? Est-ce que on va peut-être revoir des démons qui lui ressemblent? Des membres de sa famille, je sais pas, ou est-ce que voilà, il faut une mascotte en fait, il faut une mascotte pour cette série. On peut pas mettre les mascottes que dans le passé, ou ça peut pas être le chat de Power, il est trop gros. Donc du coup, il nous faut une autre mascotte. Et j'aimerais bien un petit Pochita, quoi. Pochita qui ressort, je sais pas, de son corps, un moyen, je sais pas, bon, même si j'imagine que Pochita est mort, on le reverra jamais, c'est triste. Et c'est surtout triste pour Denji, mais voilà, il doit évoluer. Et justement, j'imagine que Denji, lui, va vraiment évoluer. Il vient de tellement bas, vraiment, il started from the bottom, lui. Et du coup, j'imagine que ça va être un peu le mec, le futur self-made, genre, il se contente tellement de rien, qu'au final, ses ambitions vont changer, son rêve va changer, plus il montera dans la société, à tel point qu'il pourra, pas comme maintenant, se contenter des rien, mais justement, il aura des objectifs de plus en plus grands. J'imagine que ça va être un truc comme ça, ce serait bien en tout cas. J'espère que toute sa vie, il va pas être là émerveillé juste parce qu'il peut dormir, boire autre chose que de l'eau, ou voilà quoi, il faut qu'il évolue. Et aussi, voilà, il doit par exemple devenir un héros. Il faut qu'on puisse à un moment apprécier un peu plus ce personnage, aussi pour ce qu'il est, pour ce qu'il devient. Voilà, peut-être en apprendre plus sur sa famille. Il faut qu'il y ait un truc derrière quoi, il faut qu'il y ait tout petit peu plus de profondeur dans Denji. Et ouais, franchement, j'ai hâte de voir un petit peu le développement que ça va être. Et j'imagine que pour ce développement, il va falloir surtout, parce que c'est ce qui manque pour le moment, un méchant. Un vrai méchant. Parce que pour le moment, on a quoi? On a le démon flingue qui a été développé un petit peu, mais voilà, on n'en sait pas plus que ça. Et j'ai hâte de voir les méchants qu'il va y avoir. Est-ce qu'il y aura juste le démon flingue qui sera le seul grand méchant de l'histoire? Est-ce qu'il va y avoir des méchants charismatiques? C'est tout ce qu'il nous faut pour le moment, mais voilà, il manque pas grand chose pour que l'histoire soit parfaite. Pour résumer, l'histoire est vraiment cool, avec des codes qui sont renversés, une ambiance profonde, parce que Denji a une vie de merde, mais cette fois-ci vraiment de merde, c'est sérieux. L'auteur n'a pas peur de faire souffrir ses personnages, et ça fait du bien, c'est profond quoi. Genre au début de l'histoire, la fin du mois, elle est dure à vivre. Pour manger, c'est compliqué. Il y a le suicide de son père, les dettes, la facture, misère sexuelle, misère alimentaire. Voilà, la vraie misère en fait. L'auteur n'a vraiment pas peur d'y aller à fond, même si c'est choquant, peu importe. Ce serait presque un manga pour adultes, si c'était pas un pervers japonais. En tout cas, je me rappelle de ma réaction après le premier épisode. J'avais l'impression d'avoir vu le début d'un film, un court-métrage, un long teaser ou ce que tu veux, mais il manquait, enfin c'est pas qu'il manquait, j'avais juste hâte de voir la suite et j'avais été vraiment pris. En plus, donc je venais de regarder le premier épisode de Bleach juste avant de regarder ce premier épisode de Chainsaw Man, donc on va dire que j'avais eu mon lot d'émotions pour la soirée. Et les 6 épisodes qui ont suivi, j'ai vraiment eu hâte chaque semaine de les suivre, et ça c'est vraiment cool. Et j'ai toujours hâte de voir la suite, et franchement, on va se retrouver pour une vidéo comme ça, partie 2 avec la suite, parce que là, j'ai beaucoup parlé, j'ai dit beaucoup de choses, mais il y a tellement de choses à dire. Les sujets sont intéressants, les sujets me plaisent, l'histoire me plaît, et je comprends finalement pourquoi ça marche autant, je comprends aussi pourquoi ça plaisait autant, même en manga sans animé, et je comprends aussi pourquoi Mappa a voulu faire de cet animé vraiment un petit peu leur perle, à laquelle ils ont donné énormément d'attention et de soins, et ça se ressent. Franchement, j'ai hâte de voir la suite. Merci de m'avoir suivi, merci beaucoup, et à bientôt j'espère.